Et nous sommes live. Quel bonheur, Benjamin. Sois le Salut bienvenu. Chantal, salut tout le monde. Alors, on a préparé des choses formidables, comme on discutait la dernière fois. Donc maintenant, tu vas nous montrer les artistes, les grands, ceux qui ont vraiment le potentiel de bien être connus et reconnus ces prochaines années. Et donc, leur NFT pourrait éventuellement passer vraiment à la notoriété et à la valeur. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et merci de nous partager ton savoir. Et là, je te laisse la parole. Oui, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé, en général, quand on parle des NFT, on parle beaucoup des collectibles. Et les collectibles les plus célèbres, c'est les CryptoPunks, c'est les Bored Ape, les fameux petits singes. Et toute la presse, à chaque fois qu'ils parle des NFT, ils vous parlent de ça. Et en plus, il y a le vocable crypto art ou art NFT. En général, on adosse les deux, le mot art et NFT. Alors que le mot art, pour nous en Europe, a une signification quand même bien particulière. Alors qu'aux États-Unis, art, ça peut être des graphistes. Il y a beaucoup de graphistes qui, pour moi, ne font pas de l'art, ils font des choses magnifiques, très belles, et qui répondent à un cahier des charges. Donc le graphiste, il va fournir un service à une entreprise, alors qu'un artiste, il va partir d'une page blanche. Et donc je vais vous montrer qu'il faut bien distinguer les collectibles qui sont issus d'une start-up, des start-up qui veulent faire soit quelque chose, un produit financier, soit qui veulent faire une communauté, qui veulent bâtir des jeux vidéo, des métavers, etc. Soit vous avez vraiment l'artiste qui est seul face à lui-même dans son atelier et qui se dit j'ai quelque chose à communiquer au monde. Donc, je vais vous partager mon écran déjà. Et on va partir d'OpenSea. Je pense que tu vois mon Ouais, écran. c'est tout bon, ouais. Magnifique. Sur OpenSea, donc OpenSea, eux, ils ont bien compris, ils ont des catégories qui sont ici, vous voyez, parcourir par catégorie sur OpenSea.io. Et il est bien question d'art ici et d'objets de collection qui sont des catégories très différentes. Objet de collection, c'est le mot français pour collectible. Alors, on en a beaucoup parlé, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Mais en termes de vraiment d'art, il y a un site qui s'appelle NFT France, qui est une communauté que je connais bien. Ils suivent l'actualité des NFT. Alors, ils ont retracé les 10 plus grands artistes du secteur. Le premier, le plus connu, c'est Beeple. Je pense que tout le monde a vu passer cette œuvre qui est un patchwork de 5000 œuvres qui est passé aux enchères chez Christie's en 2021 et qui a atteint la somme de 69 millions de dollars. Mais en fait, il faut réaliser que ça, je vais faire un zoom, en fait, c'est un agrégat de 5000 images qui ont été réalisées par cet artiste qui s'appelle Beeple. On voit ici, il s'appelle Mike Winkelmann, il est américain, et il a réalisé un patchwork. Donc en fait, c'est 13 ans de travail, parce que chacune de ces œuvres a été faite chaque jour. En fait, il est parti sur un challenge qui est chaque jour, je vais réaliser une œuvre nouvelle. Et donc, ce sont des œuvres digitales. Et quand on agrège tout ça, on a 13 ans du travail de Beeple. Et donc, c'est ça qu'on achète. Beeple, il s'est fait connaître à la défaite de Trump avec une œuvre digitale. Que je vous montre. Ah, c'est lui, mais je me souviens. Voilà. On voit le gros Trump rétamé par terre avec le petit oiseau Twitter qui vient se poser dessus. Vous voyez ? Et donc ça, c'est une œuvre purement digitale qui a été vendue 6 millions de dollars. Et en fait, c'est la toute première expérience de Beeple dans le monde des NFT. C'est assez tard, finalement. Je crois que c'est vers octobre 2020. Donc les NFT commençaient vraiment à se faire connaître. Et des amis de Beeple ont dit, mais tu devrais vendre tes œuvres en NFT. Et comme il était assez connu dans le monde du graphisme, justement, dans le monde de la mode, dans le monde du design, et il a fait une œuvre très politique, vous voyez, avec le Trump, le Twitter, donc ça a marché immédiatement. Et maintenant, Beeple, c'est vraiment une énorme star du monde des NFT artistiques. Donc, on peut appeler ça un crypto-artiste ou un artiste NFT, ou moi je dirais un artiste digital qui propose ses œuvres en NFT. C'est un peu long à dire, mais c'est quand même plus précis. Vous avez Est-ce que ensuite ça définit aussi ce que toi tu fais, Benjamin, dans ta pratique? Oui, tout à fait. Moi, je m'inscris dans les Tu es pas. dans la même catégorie? Exactement. On boxe dans cette catégorie. Alors, eux, ils boxent dans une très haute catégorie, mais on va dire, je me définis comme effectivement un artiste qui est seul face à une page blanche et je crée ce que j'ai envie de faire et je communique ce que j'ai envie de communiquer au monde. Donc, je me considère effectivement dans cette catégorie dite des crypto-artistes, à ne pas confondre avec la catégorie, je le répète, des collectibles. On va y revenir. Tu as raison. Donc,
Autre artiste s'appelle Pak, P-A-K. On ne sait pas qui est Pak. On ne sait pas si c'est un homme, une femme ou un studio graphique. Un peu comme Satoshi Nakamoto. Il y a cette ambiance mystérieuse autour de Pak. Et Pak, il fait des œuvres abstraites, je dirais géométriques, un peu comme celles que je vous montre maintenant. Et lui aussi, il a connu un immense succès. Alors moi, j'aime beaucoup ça. Moi, je trouve ça très épuré, géométrique. Pour ceux qui aiment la science, c'est le fameux anneau de Moebius, donc qui est un anneau qui tourne à l'infini, on va dire, avec des sphères, etc. Donc ça, c'est fait dans des logiciels 3D. Notamment, il y en a un qui est connu qui s'appelle Blender. Vous avez aussi Cinema 4D. Et donc, ces logiciels sont faits à la base pour des films d'animation. Et les artistes s'en emparent pour faire des œuvres abstraites, des œuvres originales. Donc, Pak fait ça aussi. Alors, il s'est vraiment fait connaître comme ça, par des œuvres très, vous voyez, très mathématiques finalement. Alors, ils ont été repérés par Sotheby's. Vous savez que ces artistes-là, maintenant, vendent depuis déjà 2 ans dans les grandes maisons de vente aux enchères, Christie's et Sotheby's. Sotheby's, vous avez des ventes régulières. Je vais essayer de vous montrer. Donc, Sotheby's, c'est une grande maison de vente. Et la vente s'appelle Natively Digital. Voilà, donc je vous clique sur le lien. Et pour vous montrer que des grandes ventes traditionnelles de vente d'œuvres d'art, comme Sotheby's, maintenant sont complètement immergées et imprégnées de cet art digital. Donc, ça a commencé en juin 2021. Et vous voyez, ils appellent ça Natively Digital. Et ce ne sont que des NFT et ce ne sont que des artistes qui viennent de ce monde-là. Alors, vous avez le mélange, vous voyez, de CryptoPunk, donc ça, ce sont des collectibles, avec Kevin McCoy, qui est un artiste pur et dur, je dirais. Alors, je reviens sur les grands artistes. Vous avez Xcopy. Alors, Xcopy, il s'est fait connaître par du GIF animé. Vous voyez, comme ça. Alors, ça peut paraître un peu comme ça, un peu simpliste, un peu épuré, mais ça a été le premier à faire ça il y a des années. J'ai pas envie d'avoir ça dans mon salon. C'est un peu stressant. Oui, c'est carrément glauque. Il joue à fond là-dessus. Hein. Okay. Alors, c'est très inspiré de cet univers, tu sais, on va dire underground, l'univers, je dirais, dystopique, où le monde ira mal, etc. On voit beaucoup de dystopies. La dystopie, c'est l'inverse de l'utopie. La dystopie, on voit ça beaucoup en science-fiction. C'est-à-dire le monde qui nous attend, le monde du futur, est un monde terrifiant. En fait, c'est ça dont il parle. Pour aller vite, toujours, il y a Fewoshoes, qui est un jeune prodige là, il a 18 ans, mais il a commencé à 16 ans. C'est une personne qui est transgenre, donc qui est né homme, mais qui se veut femme. Et il en a parlé à sa famille, qui l'a rejeté à cause de ça. Donc, ça a été très violent pour lui. Et il a exprimé toute sa détresse dans son art. Donc, il a commencé à faire du dessin, puis de la peinture. Et il a vendu ses peintures en NFT. Alors, qu'est-ce qu'on vend? Alors, il ne vend pas ses peintures physiques. En fait, il en fait des photos. Et puis, vous voyez, il a fait une photo de son tableau. Ça, c'est une photo de tableau. Et dans des logiciels, il va ajouter de l'animation. Vous voyez là, les larmes qui coulent, elles sont animées. Il utilise quel logiciel pour faire ça? Oui, si toi, tu veux faire ça, tu prendrais quel logiciel, toi? Il y en a plein. Vous tapez dans Google faire animer une image. Et vous avez une ribambelle de logiciels. Moi, j'aime bien faire ça dans Photoshop parce que je maîtrise. Mais vous avez des choses plus simples que Photoshop pour faire ça. Vous avez aussi à la palette graphique. Alors lui, il fait ça, je pense, sur une palette graphique. Et puis, donc, enfin, bon, c'est vraiment simple à faire. Mais l'idée, c'est que bon, son œuvre est originale. Il y a un message derrière. Il a un compte Instagram qui a explosé parce qu'il a raconté sa vie. Il a raconté qu'il a dû se réfugier chez ses grands-parents, etc. Et donc, les gens se sont appropriés son histoire. Et en termes de vente de NFT, il a littéralement explosé, quoi. D'ailleurs, il s'était proposé une collaboration avec Artefact, qui a créé les premières baskets virtuelles. Et Artefact s'est fait racheter par Nike. Ça, j'en ai parlé je crois, dans le dernier live. Vous avez Mad Dog Jones, qui est très célèbre aussi, qui fait des images comme ça, qui bougent, qui ont l'air statiques, mais en fait, ça bouge en fonction de l'heure. Vous voyez une horloge qui tourne là-haut, vous voyez, il est 4 heures là, et en fait, c'est 4 heures de la nuit, donc, et puis quand l'horloge arrive dans la journée, alors la lumière revient sur la ville, et puis cette photocopieuse se met en action, etc. Donc, je dirais que c'est parmi les premiers NFT interactifs, où ce NFT, cette image, va bouger avec le temps et va bouger avec les interactions, etc.
Comment il a fait pour obtenir ça? C'est comme si Il, c'était un film, en fait. Ou... C'est comme un film, oui, c'est vrai. Il joue techniquement. Je pense qu'il y a moyen, avec les smart contracts, il y a moyen de faire de coder ça de manière dynamique, et puis de relier ça à un oracle, comme certains savent. L'oracle, c'est donc une blockchain qui va vous donner des informations du monde extérieur dans la blockchain, dans votre NFT. D'accord. C'est Attends, d'ailleurs une attends. grosse tendance du NFT. Un NFT peut avoir un smart contract tellement sophistiqué qu'il a besoin d'un oracle et que ça déclenche un changement de l'image. Oui, Oh, absolument. punaise, je savais pas qu'on pouvait faire ça dans les NFT. Ouais. Ouais. Waouh. Mais là, c'est Les même NFT plus un NFT, sont c'est un maintenant programme, quoi. C'est un programme, oui. De toute façon, un smart contract, c'est du code, hein, finalement. Waouh. En fait, c'est un logiciel, un smart contract, c'est un logiciel qui tourne sur la blockchain programmable qui est Ethereum. Alors maintenant, il y a des smart contracts qui tournent sur Solana, sur Tezos, sur Polygon, etc. Mais c'est toujours le même principe. C'est vraiment des logiciels. C'est pour ça que nous, quand on commence à connaître la technologie qu'il y a derrière, quand on nous dit les NFT, c'est juste des petits singes, il y a un tel décalage entre la puissance informatique que ça représente et l'image assez bête et naïve d'un petit singe qu'on est toujours surpris, nous, par cette critique, en fait. Ouais. Bon, là, il y a Johan qui précise que c'est le job de Chainlink et effectivement, c'est un oracle. C'est le principal oracle, le meilleur, le plus réputé, mais qui va apporter une information à un smart contract. Mais c'est Vitalik, ça? Ouais. Oh. Ouais. Alors voilà, c'est ça que je voulais te montrer. Tu as reconnu Vitalik, mais les amateurs d'art reconnaîtront aussi un tableau de Picasso des années 1920 où c'est son fils Paul, le petit Paul, le fils de Picasso qui est peint comme ça. Et alors, il faudrait que je vous le montre. Tiens, allez, on va faire un petit peu d'histoire. Alors, Picasso, Paul, on va regarder ce tableau célébrissime en 1924. Voilà, je vous le montre. Donc c'est Picasso qui a peint son propre fils, et ensuite c'est un style d'œuvre qui a été repris. C'est ça? Oui, alors donc Trevor Jones. Maintenant on revient au crypto-artiste. Il s'appelle Trevor Jones. Lui, il s'est dit, lui il fait de la peinture traditionnelle. Il s'est dit, je vais repeindre ce tableau, mais avec les codes de la blockchain, avec les codes de la crypto. Et donc, regardez comme c'est drôle. Picasso avait mis des losanges sur l'habit de Paul ici. Il y a des losanges. Eh ben, que s'est dit Trevor Jones? Les losanges, c'est Ethereum, bien sûr. Ah, excellent. Et donc, il a remis le symbole d'Ethereum ici. Ouais. Il a mis le petit Vitalik. Et puis, il a mis un papillon Bitcoin. Et puis, il a mis To the Moon. Hein, tout le monde connaît To the Moon, hein, en pensant que les cryptos vont aller jusqu'au ciel. Et pourquoi je vous montre ça? Pour vous dire que crypto art, c'est pas que de faire de l'art digital sur une tablette graphique. Ça peut être aussi faire de la peinture traditionnelle, mais avec les codes du Web 3, avec les codes de la crypto. Et comme ça, on se connecte à une communauté, la nôtre, hein, celle qui aimons le Web 3, qui aimons la blockchain. On fait un pont entre l'art et le monde crypto. Donc vous avez aussi Focrender, qui est célébrissime, qui fait des images digitales extrêmement léchées comme ça. Vous voyez, tout est parfait dans le moindre petit détail. Il y a des jeux d'ombre, des jeux de réflexion de la lumière, etc. Ça, c'est très difficile à faire. Je dirais que ça, on dirait une photo, hein. Voilà. Pour moi, c'est de la performance technique. C'est-à-dire, on voit qu'il maîtrise tous les attributs de son logiciel de design 3D. Tu vois. Maintenant, après, sur l'image en elle-même, bon, moi, je suis pas fan. Et vous avez Tyler Hobbs. Alors ça s'appelle de l'art génératif. Ça a été connu par la collection Artblocks. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'art génératif. Pour aller vite, j'en parlerai un petit peu après si tu veux, mais pour aller vite, c'est du code informatique qui a généré l'œuvre d'art. Alors, l'artiste dirige l'ordinateur en lui disant « j'aimerais qu'il y ait des carrés de couleurs, j'aimerais qu'ils soient dispersés de telle et telle manière suivant un algorithme, par exemple. » Et l'ordinateur va sortir une image, vous voyez, en suivant le code, en exécutant du code. Donc ça, c'est l'art génératif. C'est un énorme pan du crypto-art. C'est quelque chose qui se développe très fort. Et en termes d'investissement, je dirais que s'il faut regarder quelque chose en 2023, je dirais que c'est l'art génératif. Parce que ça fait une fois de plus le pont entre la technologie et l'artistique.
Et je pense que tout ce qui va J'ai relier, un ami proche qui est spécialiste en art génératif. Il était même très précurseur. On pourrait ouais. l'interviewer une fois. Ah oui, ce serait très bien. Ouais. Ce serait très bien. Bah, puisqu'on est sur l'art génératif, tiens, tu vois, j'avais un onglet juste à côté. Je vais vous montrer. Alors, c'est sur la blockchain Tezos, mais bon, peu importe. Vous allez sur fxh.xyz. Donc, c'est Je note ça parce que je vais mettre tous les liens de ce que tu as mentionné dans le descriptif. fxhash.xyz /explore. OK. Alors, le hash, toi, Chantal et moi, évidemment, on a compris que c'était le hash de la blockchain, le hash cryptographique. Et en fait, pourquoi parce que ici, c'est que de l'art génératif. Et alors, ce qui est assez génial, c'est que par exemple, si vous aimez, vous voyez, si vous aimez cette forme-là qui s'appelle curtains, si vous aimez les rideaux comme ça, vous pouvez monter votre propre NFT sur la base de ce programme informatique, sur la base de ce code. En fait, lui, l'artiste, qui s'appelle Mateshko ici, il explique que, vous voyez, il a fait du calcul d'angle, du premier point, etc., etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail, vous lirez ça. Mais ce qui veut dire que on va générer ici, si on mint, alors où est-ce que je pourrais minter parce que... Ah oui, il faut peut-être que je connecte mon wallet. Attendez. Ou alors je vais vous montrer un autre exemple. Ouais. Ouais, voilà. Ici, je peux minter. Donc, par exemple, je ne sais pas pourquoi l'autre, je ne pouvais pas minter. Ici, je peux minter une itération, c'est-à-dire je peux minter, je peux réactiver le code et demander à l'ordinateur ou à la blockchain, en fait, parce que tout ça est on-chain, je peux demander au code de s'exécuter et de me sortir une œuvre originale qui sera que pour moi, qui sera que la mienne. Et donc, je fais minter. Il a prévu d'en faire maximum 50. Il y en a déjà 3 qui ont été faites. Et si tu veux faire la 4e, tu dois payer combien? Un Tezos? Un thèse. OK. C'est combien déjà thèse? C'est minuscule. C'est 80 centimes. Ah, cool. Alors voilà, ça c'est les 3 personnes qui précédemment ont généré des œuvres, etc. Bon, alors après, évidemment, ça se ressemble, hein, on a bien compris. Tu sais, on dirait de l'agriculture vue du ciel. Oui, c'est vrai, des parcelles de terrain. Ouais. Mais moi, j'ai bien envie d'aller créer des NFT à cet endroit-là. Et puis, oui, alors après, quelqu'un qui est un peu mathématicien ou informaticien, il peut créer des programmes, les mettre ici, et ensuite, n'importe qui du public peut utiliser ces programmes. Oui. Et lui, qui a programmé la base qui permet de faire fonctionner, lui, ça lui fait de l'argent qui rentre. C'est pas mal, exactement. Ça. Ouais. Et là, franchement, ça j'aime beaucoup parce que c'est en faveur de la démocratisation des NFT et de tout ce qu'on peut produire. Parce que même, je veux dire, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son âge, quel que soit quoi que ce soit, et même un gamin dans sa cave, il peut faire ça s'il est vraiment bon pour créer le programme qui va faire ça. Bien sûr, c'est ça la révolution. La révolution, c'est que c'est accessible à tout le monde maintenant. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, il faut un petit peu il faut du temps, il faut du code, enfin, il faut, oui, coder, mais on peut. Vous savez, un codeur, ça se trouve, hein, vous allez sur Twitter, si vous êtes un peu artiste, vous cherchez des collabs, cherchez un codeur qui va vous aider à faire une collab et faites des collabs. Les gens ils n'attendent que ça, les gens dans le Web3, de faire des collabs. C'est vraiment le moment d'y aller. J'ai vu un commentaire qui parle de ChatGPT. Excellente idée. Demandez à ChatGPT de vous sortir un code pour générer un NFT en art génératif. D'ailleurs, il faudrait le faire. Après le live, je vais le faire moi-même. Mais allez voir. Excellent. Ouais. Parce que je crois qu'un smart contract, ChatGPT peut vous sortir un smart contract codé en Solidity. Hein. Il faudrait demander ça. Oui. Alors, j'ai fait pas mal de tests avec ChatGPT et après, quand tu utilises le code, il y a souvent des erreurs. Et donc, c'est juste un truc pour gagner du temps, mais il n'est pas autonome. Non, bien sûr. Et puis, j'en ai fait aussi, pas mal d'amis en ont fait. En fait, il faut régulièrement repréciser ta demande. Il faut affiner ta demande. Ouais. C'est ça. Mais pour pouvoir bien affiner ta demande, tu dois être vraiment connaisseur. Oui, il faut savoir ce que tu veux. Effectivement, c'est comme quand tu donnes des instructions à un exécutant. En fait. Par contre, là où il est très, très bon, c'est tout ce qui est émotionnel, fiction, rédaction. Mais là aussi, hein, la plupart des gens ne savent pas, mais en fait, la manière dont on pose la question est vraiment très efficace. Et tu peux toujours redemander, comme tu viens de dire, Benjamin, mais en plus, tu peux lui dire, au début, je veux que tu agisses en tant que,
en tant que romancier ou en tant que vendeur ou en tant que développeur informatique. Je veux que tu agisses en tant que, et ton but c'est ça. Est-ce que tu es prêt? Et ensuite là, tu donnes les instructions et puis tu les affines. Ok, maintenant, je sais pas moi si c'est un texte, maintenant rajoute de l'humour, maintenant Oui. rajoute des emojis. Et en fait, je pense que c'est pareil si on lui donne des instructions pour le code dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exactement. On Mais alors, revient. comment tu t'y prendrais concrètement? Imagine, tu raccroches, tu vas le faire, tu vas faire comment? Dans quel outil? Tu vas faire quoi? Oui, je ne sais pas trop. Effectivement, il faut réfléchir avant de faire du chat GPT. Personnellement, pour l'instant, je suis pas à fond là-dedans. J'ai un peu testé Oui. l'outil, mais je suis curieux de ça, quoi. En fait, je suis plus intéressé par les outils comme Midjourney ou DALL-E, qui sont des générateurs de l'IA qui génèrent des images. Donc ça, j'ai beaucoup Oui. testé. Mais Et en on fait, en... OpenAI nous fournit ChatGPT et nous fournit aussi DALL-E. Oui, C'est DALL, trait d'union E, pour ceux qui ne ouais, connaissent pas. ouais. Et Voilà, Midjourney aussi. dessine-moi un poisson qui monte dans un arbre. Et il te le fait Il en te le 1 minute fait. en général. Exactement, puis tu peux le lire dans le style de Dali ou dans le style de Oui. Rubens, dans le style de Ingres. Enfin, c'est assez étonnant. Ouais. Et donc ça, on en retrouve dans les NFT. Vous retrouvez plein de gens maintenant. Donc, vous voyez, comme ça va vite. Hein. Donc plein d'artistes qui se sont découverts une passion pour l'IA, l'intelligence artificielle, et qui vendent ça en NFT. Donc après, alors on va revenir justement. C'est pour ça que je vous montre ce site. Distinguez bien les artistes du dimanche, on va dire des artistes qui sont là, qui font des œuvres de temps en temps avec des artistes professionnels, c'est-à-dire des artistes qui seront là dans 10 ans, dans 20 ans, ceux sur lesquels vous pouvez investir. On va dire que dans l'art, il n'y a qu'une seule règle. Soit vous aimez l'œuvre, et alors là, vous mettez l'argent qu'il faut parce que vous aimez l'œuvre, mais vous ne voulez jamais la revendre, donc vous vous faites plaisir, soit vous décidez peut-être de vous faire plaisir, mais quand même, peut-être dans 10 ans, de revendre l'œuvre pour en acheter d'autres, par exemple. Auquel cas, il faut commencer à savoir qui est l'artiste et qu'est-ce qu'il vaut vraiment sur la cote officielle. Alors là, il y a un site qui s'appelle cryptoart.io qui est fait par un passionné d'art, parce que pour l'instant, vous savez, ça a démarré il y a 2 ans, hein, le cryptoart, vraiment, le cryptoart en NFT. Donc, il n'y a pas encore d'institution, il n'y a pas encore de règles. Mais ce site est très bien fait. D'abord, il référence ici les œuvres les plus chères qui ont été vendues en NFT et en Ether, évidemment. Donc, vous avez toujours le Beeple ici, dont j'ai parlé, les 5000 jours. Vous avez cette œuvre de Beeple encore, qui est une œuvre physique, qui est un caisson de verre et d'acier dans lequel il y a un hologramme avec ce cosmonaute qui avance et le décor change tout le temps. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Vous tapez Human One de Beeple, vous allez voir, c'est assez dingue. Donc vous avez les œuvres de Pâques ici qui sont vendues, ça coûte des fortunes. Beeple encore, Mad Dog Jones, là vous avez les prix. Et puis, plus intéressant maintenant, vous avez les dernières transactions qui ont été référencées en cryptoart. Ici, par exemple, vous avez voilà, une œuvre qui a été vendue, vous voyez, 0,1 thèse. Donc, ça fait 9 centimes. Donc, mais vous avez aussi des œuvres qui sont vendues 20 $. Vous voyez, ici, c'est Day at the Beach. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, ici, presque 100 $. Ici, alors je vais regarder si après ça monte un peu. Vous voyez ici, 958 $. Donc, déjà, vous pouvez vous dire, bon, là, ça commence à être un prix conséquent, on va dire. Donc, qui est cet artiste? Donc, vous cliquez, vous avez l'œuvre ici, vous avez le nom de l'artiste. Et puis, la date de vente, c'était le 12 janvier. Vous voyez que c'est très bien fait et ça a été vendu sur Foundation. Et vous cliquez, vous arrivez sur la place de marché Foundation. Et ça, c'est pas mal pour commencer à vous intéresser à des artistes et à voir ce qu'ils valent, voir quelle est leur carrière, etc. Ensuite, quand vous allez sur Foundation, évidemment, il faut aller sur le Twitter de l'artiste. Donc là, attendez, je vais peut-être un peu vite. Arrête-moi, Chantal. Non, c'est bien. Alors, on repère un qui a un prix intéressant, qui a un look intéressant. On clique pour aller étudier les détails. On va sur le Twitter de l'artiste. On étudie si on pense que c'est, voilà, pour voir si c'est un artiste de qualité. Est-ce qu'il a aussi exposé dans les galeries dans la vraie vie ou est-ce qu'il est 100% digital? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Est-ce qu'il a été vendu peut-être par Christie's ou par, voilà. Donc, on regarde tous les arguments qui pourraient nous laisser penser qu'il a un potentiel d'appréciation dans le futur. Et ensuite, on fait quoi? C'est ça. Ensuite, si on est à ce moment-là convaincu qu'il faut acheter, alors à ce moment-là, vous achetez un NFT sur Foundation, par exemple.
Vous regardez justement la dernière vente. Ici, la dernière vente, c'est à 0,69 Ether. Donc, vous voyez qu'à gauche, il y a une œuvre qui est disponible à 0,35 Ether. Prix de réserve, ça veut dire que c'est le prix minimum auquel l'artiste lâchera son travail. Donc, ça veut dire que si vous mettez une enchère à 0,35, c'est bon, vous avez atteint le prix de réserve. Et si personne ne vient surenchérir sur vous, eh ben, au bout de 24 heures, l'œuvre est pour vous, le NFT est pour vous. Et là, vous vous dites, OK, ben je rentre dans la communauté des collectionneurs de cet artiste. Voilà. Et donc, après, l'idée, c'est que cet artiste, il ait un jour une très grosse exposition, que les prix montent, etc. Et un jour, peut-être, vous pourriez revendre avec plus-value, avec bénéfice, votre NFT. Et d'Ivoire, est-ce qu'il y a un moyen de recevoir une alerte? Parce que moi, j'ai plein d'NFT que j'ai achetés il y a très longtemps, mais je ne vais pas aller, je sais pas, une fois par semaine vérifier lequel pourrait peut-être se vendre à quel prix. Je veux dire, il n'y a pas moyen d'avoir, je ne sais pas, une cote, je sais pas. Non, pour une raison simple, Chantal, c'est qu'il y en a trop des artistes. Il y en a trop. Il n'y en a jamais trop. Moi, je suis artiste, je suis heureux qu'il y ait plein d'artistes. Mais il y en a tellement qui tous les jours se lancent. Parce qu'en fait, on peut devenir artiste avec rien. En fait, il suffit de créer quelques œuvres, on les mint sur une place de marché, et ça y est, on est artiste. Alors après, une carrière d'artiste, ça se construit sur 20 ans. Mais je dirais que la barrière à l'entrée est très faible pour devenir artiste. Donc, oui, je suis d'accord. Mais ma demande, c'est plutôt pour le moment où ça explose. Et ce serait génial s'il y avait un endroit où on peut mettre le nom de l'artiste et mettre une limite. Voilà. Si cet artiste vend sur une des principales plateformes une œuvre à au moins, je sais pas moi, $1000, tu m'envoies une alarme. Oui. Alors, tu sais quoi, je pense que tu viens d'avoir une superbe idée de start-up pour ce secteur. Mais il doit y avoir un truc sur OpenSea. Il n'y a pas une alarme sur OpenSea? Après, le problème aussi, c'est que le nom de l'artiste, malheureusement, peut être copié par plein d'autres. Donc, il faudrait y ajouter le smart contract. Oui. Et donc, il faudrait qu'on soit sur une plateforme qui connaît le smart contract du vrai artiste. Donc là, ce serait un truc vraiment qui doit être pas sur OpenSea ou sur Rarible. Ou alors une extension d'OpenSea ou de Rarible. Parce que là, vraiment, moi, ça me rendrait grand service, tu vois. Il y a aussi ce problème-là. Alors, c'est ce que font des places comme Foundation, par exemple. Il y a une présélection, c'est-à-dire quand même, ils vont vérifier votre Twitter, ils vont vérifier que c'est bien vous, enfin, ils vont vérifier que c'est bien l'artiste dont on parle. Ils ont une communauté très puissante, Foundation. Ils ont beaucoup de gens qui surveillent les faux artistes, ceux qui ont piqué une image sur Instagram et qui l'ont minté. Donc ça, c'est surveillé. Et pour être allé de nombreuses fois sur le Discord de Foundation, il y a beaucoup d'alertes en disant à Foundation, il faut retirer tel NFT, il faut retirer tel artiste parce qu'il a volé une œuvre. Vous voyez. Donc, la communauté est très puissante. Et puis après, vous avez Super Rare, par exemple, qui eux, c'est même encore plus fort, c'est-à-dire que eux, ils font carrément un appel avec l'artiste. Eux, ils vont tout vérifier, quoi. Avant de vendre un artiste, ils vont absolument s'assurer que cet artiste soit le vrai, réel, et qu'en plus, il ait une carrière et une grosse communauté. Donc, mais sur Super Rare, c'est des 1 sur 1, donc ce sont des œuvres uniques, et c'est pas bon marché, quoi. En général, c'est assez cher hein, sur Super Rare. Vous voyez, on est assis à 2700, donc avant que là, j'ai un petit creux de Wi-Fi, mais on est plutôt à partir de 3000 € sur Super Rare. Ok. Je vais essayer de vous montrer quelques œuvres. Oui, il est connu depuis longtemps. Donc, oui, c'est vrai que ça manque un peu. Super Rare, c'est la référence. Ouais. Ça a été les premiers, je crois que c'est 2017, à s'être lancés dans les NFT. Je me souviens, j'étais là en 2017. Après, le problème, c'est ça, c'est que c'est des images. Ouais. Donc, j'ai relancé. Voilà. Tac, tac, tac. Ouais, désolé si des fois on parle en même temps, je crois qu'on a une petite seconde de décalage. C'est des choses qui arrivent. On n'est pas sur le même continent, donc on fait avec. Yes. Ah, mais c'est magnifique. Ah, mais je vois des prix qui ont. Il y a des prix qui ont. Ah, mais les prix sont très abordables. Oui, ça a bien baissé. Hein. Tous les prix de tous les NFT, globalement, ont bien baissé. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais resté sur. J'y suis pas allé depuis 6 mois sur ce site. À l'époque, c'était encore du 1000 €. Vous voyez, ici, on est presque à 1000 €. Mais parfois, il y en a à 100 €, je crois.
Euh, Là, on est carrément Magnifique. sur 2 éthers. Oui, c'est beau, hein, c'est très beau, super rare. J'aime beaucoup. Tu vois, si Super Rare existe encore dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, imaginons qu'il existe encore. D'ici là, il aura vendu, je sais pas, la totalité des œuvres d'art qu'on peut afficher aujourd'hui sur Super Rare représentera Ouais. un millième ou un 10 millième de ce qu'il y aura à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, Ouais. nous, on a l'impression qu'on arrive tard et qu'il y a beaucoup trop de NFT, mais non. En fait, c'est le début. C'est comme les tout premiers sites web, hein. Les tout premiers sites web qui s'affichaient ligne par ligne pour afficher la photo, hein. Eh bien, il y a eu un moment, Yahoo n'arrivait plus à suivre. Il y avait des milliers de sites web. Mais des milliers de sites web, c'est rien du tout comparé à maintenant. Et ces sites web-là, ceux qui existent encore, mais ils sont dans les musées. Donc on avait Exactement. Oui, l'impression qu'on était déjà tard, mais maintenant on n'est pas tard. On est encore très au début. En plus de ça, on est dans un creux dans le bear market. À la prochaine bulle, eh bien, les prix vont de nouveau changer. Je ne sais pas quand sera la prochaine bulle pour les NFT. C'est pas forcément en même temps que les cryptos. mais je pense Et que il c'est va y avoir intéressant ce que beaucoup tu qui dis. vient du gaming. Il y a une catégorie dont on n'a pas parlé, c'est tout l'art qui est dans le gaming. Et ça Ah va oui, être non, mais une ça, c'est autre autre mini. chose. Ça, c'est encore autre Ah bah, chose. Ouais. ça compte, hein. Mais tu vois, Alors, Fellowshoes, je suis sur Fellowshoes, par exemple. C'est intéressant parce qu'il y a eu le bear market. Donc, les prix des NFT ont sévèrement chuté. Mais malgré tout, un Fellowshoes, ça coûte $1 million. ouais. Une œuvre unique de Fellowshoes. Le jeune homme, vous savez, transgenre dont j'ai parlé, Fellowshoes, qui a aujourd'hui que 18 ans. Hein. Bon, c'est une véritable star. C'est la révélation du crypto art depuis 3 ans, clairement. Hein. Vous Oh, voyez, en plein bear market, ça coûte 1 million. Alors je pense que là, en haut de la bulle, ça coûtera, ça fera un x5 facile, ou peut-être x10. Peut-être que ça ira à 10 millions de dollars, je pense. Hein. Moi, je miserais sur Fellowshoes, mais aujourd'hui, c'est déjà inaccessible, évidemment. mhm. Alors, Et mon puis coup de cœur, c'est pas garanti du tout, hein. non, 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 il n'y a rien de garanti. De toute façon, en Mm. investissement, c'est jamais garanti. Par contre, je crois que les entreprises en France peuvent avoir une déduction fiscale sur les œuvres d'art. Oui, Il y a une exact. règle comme ça, c'est une anomalie en France qu'il n'y a dans aucun autre pays. Oui, Et je ne sais pas oui, si les NFT sont admis là-dedans, mais si c'est un NFT qui vient de Christie's, par exemple, je pense que c'est admis, mais oui. les NFT, ouais, ça dépend d'où ça vient, j'imagine. Je crois qu'il faut quand même qu'il y ait une œuvre physique. Ouais, on est à la limite d'un changement de paradigme, hein. Oui, oui, c'est une très bonne question. Je vais me renseigner. Je pense que, oui, je pense qu'il faudrait que la loi dise est-ce que c'est du physique. Mais c'est tout le problème de la vente aux enchères en France qui est toujours interdite. Enfin, elle est tolérée pour les œuvres digitales parce qu'en principe, il faut un support physique. Quand on veut vendre aux enchères, il faut un support. Alors, mon coup de cœur, pour tous ceux qui connaissent peut-être Pascal Boyard, alias P-Boy, donc mon coup de cœur, c'est la Chapelle Sixtine Underground. C'est grâce à lui que j'ai découvert les NFT en 2020. Avant Beeple, parce que j'avais vu ses fresques murales dans les rues de Paris. Il a repeint intégralement la chapelle Sixtine dans un vieux hangar désaffecté dans la banlieue parisienne. Vous voyez ici, il y a les fenêtres. Et donc, il a repeint la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Donc, il a repeint le Jugement dernier, pour être précis. Et il a fait une grande photo et il a vendu en NFT chacun des personnages qui sont ici. C'est génial. Ouais. Mais je me souviens, Alors, quand c'est sorti, Token Metrics nous en parlait. C'est épatant. ouais, ouais. Et donc après sur OpenSea, alors vous avez, attends, je crois j'avais affiché la page. Ça c'est la page, la page officielle sur OpenSea. Alors comme d'habitude, vérifiez bien le blue check pour la collection et le blue check pour le créateur, que ce soit bien lui. Ici, on est bien sur un volume. Et vous voyez, il a quand même, donc il y a 404 items, donc il y a 404 NFT qui correspondent à 404 personnages du jugement dernier. Et il a quand même généré un volume de 946 Ethers. Waouh. Donc, je pense qu'il a bien gagné sa vie là, sur ce coup-là. Et On a un il a floor vraiment price. peint et il a vraiment bien peint. Je veux dire, c'est beau et quelque part, il a mérité parce qu'il a il a fait un travail énorme sans être sûr que ça allait marcher. Et il est talentueux. Et je pense qu'il a dû bénéficier d'un bon marketing aussi. Et il a fait au bon moment. Exactement. Tu parles du marketing très important pour un artiste. Ne croyez pas, il ne faut pas être naïf.
les artistes qui réussissent, y compris les plus grands comme Picasso, étaient extrêmement préoccupés par leur image, par les partenaires avec qui ils travaillaient, par les galeries. Ils couraient les cocktails mondains. Picasso était un grand mondain. Vous voyez, il faut réaliser ça. Hein. On n'est pas du tout, c'est pas du tout des artistes maudits qui sont seuls au fond d'un atelier et d'un seul coup, on vient les découvrir parce que c'est génial. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut être très bon en marketing. Regardez, Pascal Boya, il a fait réaliser un film. Donc, ça apporte vraiment de la notoriété et on le voit peindre. Donc, je vais vous montrer on voit le mur ici. Okay. Ah ouais, ouais, ouais. Je vous encourage à aller sur YouTube, vous tapez Underground Sixtine Chapel et vous voyez, il montre qu'il s'est inspiré, donc il a son livre d'art et puis je pense qu'on va le voir. J'essaie de vous montrer quand il prend les pots de peinture, c'est assez chouette. Voilà. Là, il est sur les échafaudages. Donc, il prépare la fresque. Vous voyez les fenêtres, on retrouve les fenêtres que je vous ai montrées. Et puis, quand il peint, je vais essayer d'avancer un peu. Pourquoi ils ont flouté son visage? Il est anonyme? Non, oui, alors, Pascal Boya, alors je ne sais pas, je crois qu'il ne montre pas son visage, tu as raison. Ok. Tu as raison. Ça, c'est un peu dans la veine des street artistes. Vous savez, ils ont tous un blaze. Et puis, ils se bandent, ils mettent toujours un bandana ou alors ils mettent un masque. Effectivement, ils essayent parce que c'est l'idée que la police ne puisse pas les retrouver. C'est un peu toujours la légende des street artistes. Donc là, on a vu faire le crayonné, enfin le crayonné, on va dire, l'esquisse au pinceau et à la peinture noire. Et après, il met ça en couleur, etc. Là, on n'a pas trop le temps. Mais je voulais vous montrer parce que je l'adore, quoi. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert le crypto art. Alors, je voulais vous montrer un autre site, cette fois sur les collectibles, parce que, petite parenthèse, alors on revient aux collectibles. Vous avez un site qui est pour moi très très bien fait, qui s'appelle nftgo.io. Et sur nftgo, vous avez les top collections. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que en un coup d'œil, vous avez sur la fameuse Bored Ape Yacht Club collection, vous avez le floor price. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher sur OpenSea la vraie collection, etc. Vous avez les volumes sur 24 heures et vous avez ça pour toutes les grandes collections ici. Et c'est amusant de voir que les 3 premières collections, c'est la même entreprise, c'est la même start-up qui s'appelle Yuga Labs, qui a d'abord fait des Bored Ape, donc les singes. Ensuite, ils ont fait des chiens, les kennels. Et ensuite, ils ont proposé un sérum qui devait être injecté, qui devait être bu par le singe. Et une fois que le sérum était fusionné avec le singe, alors on avait un mutant, on avait un singe mutant. Ouais, c'est excellent, ils sont très créatifs. Mais donc là, ça, c'est classé par prix, par volume, par 24 heures? Oui, voilà. Je suis pas, comme vous savez, moi, je ne fais pas du trading de ça. Je ne flippe. On appelle ça le flip. Et beaucoup de gens achètent des NFT et les revendent dans la journée. Mais je vous montre que, évidemment, pour les collections, c'est beaucoup plus facile. C'est pas de l'art, ce ne sont pas des artistes, ce sont des startups. Ici, le nombre est connu, c'est 10 000 pièces. Donc, on multiplie 10 000 pièces par le prix du jour et on a la market cap. Ça, tous ceux qui écoutent Chantal connaissent ça par cœur pour les cryptos. Donc, c'est un peu le CoinGecko. Voilà, c'est le CoinGecko des collectibles. Pas des NFT, des collectibles en NFT. Ok. Donc, tout ça, c'est des collections qui sont faites par des startups. Okay. Et alors, si je me promenais là-dedans et que je voulais en acheter un qui a un beau potentiel, ça ne va pas m'indiquer aucune piste sur lesquelles vont bien performer dans le futur. Il faut d'abord étudier l'artiste et ensuite regarder la courbe du floor price sur NFTgo. Oui, alors non, ta question, elle est plus précise. Pour connaître le succès d'une collection, ça va être la communauté. Et donc, ici, vous allez sur NFT Drops Calendar. C'est un autre site, je n'avais pas prévu de vous le montrer, mais ta question m'y fait penser. Donc, c'est les drops de collectifs qui vont arriver sur les blockchains. Et vous voyez que vous allez voir immédiatement, voilà, ça c'est symptomatique. Qu'est-ce qu'on a? On a la communauté ici. Donc, ici, vous avez le nombre de pièces. Et ici, vous avez le Discord. Ça, c'est le symbole de Discord. Et ça, c'est le symbole de Twitter. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont 4700 followers, enfin, on va dire membres sur leur Discord et 4000 followers sur Twitter.
Et eux, par exemple, ils en ont 43 000. Et pourquoi on vous montre ça? Parce que c'est ça qui va vous indiquer le probable succès futur d'une collection. Et alors après, comme Chantal, tu l'expliques souvent, il faut aller sur leur Twitter et dans leur Discord et voir si c'est des vrais followers, voir si la communauté est active, voir si les gens sont vraiment mordus du projet. Auquel cas, le projet a des chances de survivre, et voire même de connaître une vraie croissance. Mais ici, regarde ça, si tu fais le minting, donc par exemple, si on fait le mint date, alors je crois que ça c'est pour une journée. En une journée, il se lance des collections. Ah, voilà, ça c'est le 13 janvier. Donc par exemple, en ce moment, voilà, donc, le minting en ce moment même, aujourd'hui même, vous avez cette collection, celle-ci, 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 celle-ci. Okay, le 13 janvier, c'est-à-dire, on est le 12, donc demain, vous avez les mints de Cave, Bottega, Clay, Rex, tanana, tanana, celui-là, celui-là, celui-là. Vous comprenez, et le 14 janvier, après-demain, vous avez Astronaute, Emily, Neozone, Leonardo. Enfin, ça devient fou, quoi. Donc ça, c'est le moment où on peut les créer. On les achète pour qu'ils soient créés. Et on sera le premier propriétaire de celui-là, enfin de un de ceux-là. Et ensuite, il va vivre sa vie, il va être vendu, etc. Mais mint, c'est quand on a le premier. Et il y a beaucoup de gens, comme tu disais, qui font du trading, du flip, là, parce qu'ils espèrent que s'il y a suffisamment de hype, une forte communauté, un bon marketing, ils espèrent qu'il y aura plus de gens qui veulent l'acheter que de pièces disponibles pour minter. Et donc, ils espèrent que s'ils arrivent à en choper une pendant le mint, ça leur coûtera beaucoup moins cher que ce qu'ils peuvent revendre immédiatement. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il faut se dépêcher de les vendre parce que généralement, le prix, ensuite, il va chuter lorsqu'il y a moins de marketing et que les gens se ruent sur une autre collection qui est plus à la mode à ce moment-là. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est exactement ça, exactement. Et donc, il y a des parallèles à faire avec le monde de la crypto, évidemment. Et moi, je remarque, j'en connais pas mal des gens qui flippent. Effectivement, ce n'est pas des gens qui sont intéressés par la crypto en général, mais pourtant, c'est un peu les mêmes mécanismes, les mêmes processus d'exploration. Donc, vous voyez, comme là, on est dans le collectif. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les artistes. Vous commencez à comprendre qu'on est dans des univers totalement différents. C'est presque comparer un artiste avec Solana, quoi, ou avec Ethereum. Ça n'a aucun sens, vous voyez. Autre chose intéressante que j'ai vue pour vous, pour ceux qui veulent investir et qui n'ont pas beaucoup d'argent à mettre au début, vous avez maintenant des initiatives comme Rally, il y en a d'autres, qui tokenisent des actifs qui sont chers, donc qui tokenisent par exemple un CryptoPunk. Donc vous avez le CryptoPunk numéro 9670, vous savez que les CryptoPunks sont ultra organisés, ils ont tous un numéro, ils ont tous une valeur. Et ici, il a une valeur de 72 000 $. Eh bien, on va vous proposer d'acquérir une part, donc une share price, pour 10 $. Donc, vous avez tout l'historique ici. Donc, ça, c'est la tokenisation des actifs. Moi, je crois que 2023, ça va être une grosse année pour la tokenisation des actifs. Il faut vérifier si c'est fait de manière sérieuse. Moi, je n'ai pas investi encore là-dedans, mais je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives. Dans ce domaine-là, il y a aussi d'autres sites web qui tokenisent les CryptoPunks ou les Bored Ape. Et l'idée, c'est qu'ensuite, il y ait une marketplace et vous puissiez revendre votre jeton. Vous l'avez acheté 10 $. Quand il y aura le prochain bull market, les CryptoPunks vont s'envoler et votre share de 10 $ vaudra peut-être 20 $, peut-être 30 $. Très bien, je vois. C'est une sorte de copropriété, comme si, par exemple, j'achetais 1 mm² de la Joconde. Oui, c'est exactement ça. En fait. Et que si je possède, je sais pas, 1 millionième de la Joconde et qu'elle est revendue, eh bien, je toucherai 1 millionième de la vente. C'est ça, c'est ça, exactement. Ils en font même alors ici, voilà, ils expliquent que je crois qu'ils en font même une entreprise. Alors, il faudrait que je me renseigne plus là-dessus en termes juridiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on achète exactement? Vous voyez, il y a un nombre de shares, donc il y a 7200 actions, en fait. C'est comme une entreprise, c'est comme une part d'entreprise finalement aussi. C'est un wallet dit custodial, donc on est d'accord, eux, ils vous disent que ce sera gardé dans un wallet qui leur appartient. Donc ça aussi, pour moi, j'aime pas trop ça, je préfère garder dans mon wallet mes actifs. Mais bon, pour commencer, pourquoi pas? Pour explorer ça, pourquoi pas? Yes. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Enfin, le temps passe très vite, je voulais vous montrer et vous parler de la blockchain Tezos.
Oui, Ici, vas-y. vous avez la blockchain Tezos parce qu'elle a été assez connue à partir de 2021. Je me souviens très bien, tout début 2021, il y a eu beaucoup d'articles de presse très négatifs sur les NFT à cause de Ethereum et de sa proof of work. Souvenez-vous, il y a 2 ans, Ethereum, c'est comme Bitcoin, ça marchait en proof of work, ça utilisait beaucoup d'électricité. Et les gens disaient, vous voyez, rejeter la faute sur des artistes en disant, ouais, vous gagnez de l'argent sur des NFT et vous polluez la planète. Et donc, tout de suite, Tezos s'est positionné comme la blockchain qui était en proof of stake depuis le début et qui en plus utilise une proof of stake qui utilise vraiment alors, une part infinitésimale d'électricité. Et donc, ils ont immédiatement pris le créneau des NFT green, donc des green NFT, c'est-à-dire des NFT qui ne détruisent pas la planète, en clair. Bon, après, il y aurait beaucoup à dire sur la véracité du problème électrique d'Ethereum, qui en plus est résolu maintenant parce que, à cause de merge. Oui. Mais ici. Et même celui de Bitcoin d'ailleurs. Et même Bitcoin, en fait. Oui, oui, parce que il permet des business models qui permettent la création d'emplacements qui utilisent l'énergie verte, qui n'auraient même pas pu être créés sans ça. Donc, ouais. Donc là, donc sur Tezos, donc le marketing, les green NFT. Ouais. Et puis, eh ben, écoute, le temps a passé et je crois que les NFT sur Tezos continuent à bien se porter. Ben oui, parce que figure-toi que cette place de marché, alors il manquait à Tezos le OpenSea de Tezos. Vous voyez, Ethereum a tout de suite eu son OpenSea. Pour commencer, c'était parfait. Et il manquait à Tezos sa grande place de marché. Et ça a un petit peu navigué. Il y en a eu pas mal qui ont émergé en 21, puis qui ont fermé. Et là, maintenant, Object.com, qui est à l'initiative de Français, objkt.com, elle est là maintenant depuis 2 ans. Elle est installée. Elle tourne bien. Il n'y a pas de patron charismatique à la FTX. Enfin, on pense que c'est une place de marché qui est stable, qui est bien foutue, qui est bien gérée. Et c'est la plus grande place de marché digital art et collectible. Vous voyez qu'eux aussi distinguent bien l'art digital du collectible qui vient de start-up. Donc, c'est Marketplace sur Tezos. Ici, pareil, on synchronise avec son wallet. Donc, ça me permet de vous montrer le wallet Temple, qui est le wallet à utiliser pour la blockchain Tezos. Hop. Mot de passe en live. Ok, ouais, donc c'est un peu comme MetaMask, quoi. Je crois que je l'ai téléchargé une fois et que je l'ai jamais utilisé. Faut que je m'y mette. Je fais la transaction en m'assurant bien que je suis sur le bon site object.com et pas sur un site pirate, évidemment. Donc ça, tu regardes en haut du rectangle. Ouais. Le site, parce que franchement, le texte que tu valides, il est incompréhensible. C'est juste une suite de chiffres et de lettres. Ouais, exactement. Et là, j'ai mon petit avatar. C'est le numéro du smart contract de object.com que tu as validé? Non, c'est la connexion avec la marketplace. Marketplace, ouais. Ok, la marketplace de object.com. Oui. Ok. Donc ici, j'ai mon petit avatar, vous voyez, donc j'ai mon petit. Et alors, je peux explorer. Et donc, vous voyez que assez vite, vous allez voir que on est sur ici 69 thèses. Donc, rappelez-vous, un thèse, c'est moins que 1 euro, donc c'est 0,8. Donc, on va dire qu'on est plutôt sur du, je sais pas, 60, 50 euros. Ici, vous avez CryptoClay, qui est un ami, qui est un artiste français que j'adore, qui fait des œuvres en pâte à modeler. Et après, il les prend en photo et puis il retravaille la photo, etc. Vous avez les Hot Collections. Donc, à nouveau, on retrouve les collectibles. Et en dessous, vous avez les créateurs. Ah. Vous voyez, il y a une vraie distinction entre des artistes et des collectibles. J'en rajoute une couche. Ouais, alors là, je viens de noter un truc que je vais mettre dans la description. Benjamin nous a clairement expliqué la différence entre l'art digital et les collectibles, car ce sont 2 catégories vraiment distinctes. Ça te va si je mets ça dans la description, là, comme ça on est très clair. Donc toi, tu t'identifies plutôt à l'art digital. Et dis-moi, quelqu'un qui est intéressé à avoir une belle œuvre et il va payer le prix parce qu'il la veut. Ok, ça, tu l'as expliqué, c'est une catégorie de personnes, mais il y a aussi des personnes qui veulent non seulement que ça leur plaise, mais qui veulent avoir le potentiel que le prix explose dans 10 ans, etc. Et ça, c'est plutôt l'art digital ou plutôt les collectibles? Ou les 2? Alors moi, je dirais, ma règle à moi, c'est même en termes d'investissement, c'est d'investir dans quelque chose que je comprends. Ouais. Et je pense que c'est une bonne règle de base. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, Chantal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'art ne vous intéresse pas,
n'allez pas dans le crypto-art, ça sert à rien. Allez dans les collectibles, parce qu'au moins les collectibles, il y a une start-up, il y a des chiffres derrière, il y a un bilan, il y a une roadmap. C'est comme une boîte, vous voyez, donc on peut se relier à ça. En revanche, si vous n'aimez pas trop ça, si vous aimez vraiment l'art, mais foncez dans le crypto-art. Foncez dans le crypto-art, mettez au début, explorez, mettez quelques euros, parce que vous voyez, vous avez des œuvres, vous avez des artistes à 2 euros ici, je vais vous montrer. Alors après, j'en sais rien, est-ce que ça va être prometteur? Mais vous voyez, même ça, c'est assez joli, 25 thèses, donc ça fait quoi? 20 euros. Vous voyez, c'est du pencil on paper. Donc, c'est intéressant. Après, achetez ça. Il y a une vraie œuvre qui existe derrière. Il y a une vraie œuvre. Elle est où? Est-ce que quelqu'un qui achèterait tous les NFT, il pourrait se faire envoyer la vraie œuvre? Alors ça dépend de l'artiste. Interrogez l'artiste, demandez-lui s'il pourrait recevoir l'œuvre physique. Est-ce qu'il faut peut-être acheter son œuvre physique? J'en sais rien. Ici, c'est intéressant parce qu'il dit que c'est de l'encre traditionnelle combinée avec de l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il y a au départ un crayonné et puis après un logiciel qui va travailler sur l'image. Mais donc voilà, ma réponse c'est ça. C'est comme quand on investit, je pense, dans la crypto, quoi. Comme tu dis toujours, intéressez-vous au projet, intéressez-vous à l'équipe. Est-ce que l'équipe vous plaît? Et ben là, est-ce que l'artiste vous plaît? Allez voir son Twitter. Est-ce qu'il a un bel univers? Allez voir les relations qu'a cet artiste. Ouais. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Mais donc, si je veux acheter ça, achète quelque chose. Ouais. Voilà, ça c'est pas mal. J'aime beaucoup ça d'ailleurs parce que ça me fait penser à la mode, effectivement. Ça s'appelle Fashion Research. Ça fait penser à la mode, ça me fait penser à des films de Terry Gilliam, tu vois, Brésil. C'est un vieux film de science-fiction. Ça me fait penser à plein de choses. Alors, si je fais buy for 4 Tezos, ça va ouvrir mon wallet, évidemment, de la même façon que sur OpenSea. Voilà. Et ici, j'ai mon compte. Alors, combien j'ai de pièges, j'ai 12 Est-ce qu'il y a des pièges? Est-ce qu'il y a des choses à vérifier là? Est-ce qu'il y a des pièges? Non, parce que vous voyez, il n'y a pas de. Tout est là en fait. Donc c'est assez facile. 1 centime de gas fee. Oh, c'est magnifique. Voilà, 1 centime de gas fee. J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose d'essentiel. En 2021, les gas fees sur Ethereum, c'était 80 $ en moyenne pour acheter un NFT. Ouais. Et Tezos a toujours été moins d'1 centime, quoi. Okay. Donc, magnifique. Donc là, tu as payé en validant depuis ton wallet Temple. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que cette œuvre, il y en a un exemplaire qui vient dans ton wallet Temple automatiquement au même moment où tu as payé les 4 Tezos. C'est juste? Oui, exactement. Alors, je vois d'ailleurs, effectivement, je n'avais même pas vu, tu vois, pour la démo, il y a une édition de 1, donc il n'y en a qu'un. Il y a des royalties 10%. Ok. Il n'y en a qu'un. Tu as l'unique. Tu as eu l'unique pour seulement 4 Tezos. Waouh! Moins de 4 €. Waouh! Ok. Il y a des royalties 10%. Donc, si je revends l'œuvre, l'artiste prendra 10% du chiffre d'affaires de la revente. Voilà, les blocs de la blockchain Tezos ont validé ma transaction. Donc voilà, le NFT est à moi. Donc, je vais sur mon profil. Alors, ça met toujours quelques minutes parce qu'il faut que les serveurs se rafraîchissent. Owned. Donc, ici, j'ai mes NFT. Ah ben voilà, il est là. Voilà. Owned. Donc, ça, c'est les NFT que j'ai achetés. Et voilà, il apparaît ici. Donc, ceux-là, ils sont à moi. Vous voyez, j'ai acheté aussi ça. C'est un ami qui s'appelle Totem, que j'aime beaucoup. Ça, j'adore. Je ne sais pas qui fait ça. Mais c'était pas cher, j'ai acheté. Ça, c'est mes NFT à moi. Ça, c'est mes NFT à moi, etc. Donc, je ne suis pas très actif sur Object, mais… Et alors là, maintenant, si tu voulais… Ce NFT que tu viens d'acheter pour 4 Tezos, imaginons que tu l'aurais acheté juste pour… comme investissement, tu te dis, ben, je vais le revendre à 40 Tezos. Tu peux mettre un ordre de revente à 40 Tezos, puis tu verras bien si quelqu'un l'achète. Exactement. Ok. Et ton ordre de revente, tu peux le laisser tourner pendant des années ou bien est-ce qu'il y a une limite? Oui. À ma connaissance, moi, quand j'ai fait ça, il n'y avait pas de durée dans le temps. Je ne pourrais pas te dire si ça dure 1 an ou 10 ans. À ma connaissance, ça ne s'enlève jamais. Par exemple, ici, je peux décider d'ores et déjà de le revendre. Donc, je vais prendre l'édition unique, je vais mettre 1 et je vais le vendre 100 Tezos, par exemple, ou 1000 Tezos, 1000 Tezos. Ouais. C'est TEZ. Okay. Voilà, je clique sur liste et ça va apparaître. Alors, ça, c'est une première chose. Mais
de manière permanente, c'est comme sur OpenSea, à tout moment, n'importe qui peut me faire une offre. Oui. À tout moment, quelqu'un peut me dire, mais attends, je ne sais même pas si tu veux le revendre, mais moi je t'en offre 100 thèses, par exemple. Et la personne va m'envoyer une offre. Et les Alors toi, offres, tu la verras seulement si tu vas sur la plateforme Object, ou bien est-ce que tu vas recevoir un email, ou comment ça va se passer? Comment tu alors sauras qui t'a fait une offre? je reçois une alerte ici sur la petite cloche ici. Ok. Vous voyez ici, j'ai reçu déjà des offres. J'ai reçu sur Smile, qui est un NFT à moi. J'ai reçu une offre de. Alors, est-ce qu'il y a cette offre? Est-ce que tu vois ici, j'ai reçu une offre de 3 thèses. Ah oui. Ok. Euh, Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui veut faire ça en étant pseudonyme, ça veut dire que partout où il va, seul son numéro de compte de son wallet Temple est connu, c'est comme ça qu'il s'authentifie. Mais est-ce ouais. que c'est possible de faire tout ça sans donner ni numéro de téléphone, ni adresse email, ni rien à Temple, ni à Object? C'est possible? Ah oui, bien sûr. Moi, Temple, c'est comme Ok. MetaMask, hein, c'est anonyme. Parfait, c'est ce que j'espérais entendre. Donc, on est pseudonyme. Et d'ailleurs, moi, en fait, c'est vrai, moi, j'ai plusieurs comptes. Donc, n'importe qui peut créer, acheter, revendre. OK. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans la vie du monde, on va dire, physique, où on est généralement authentifié. Ouais. Voilà, exactement. D'accord. Qu'est-ce que. Oui, ben, je cherche. Alors, j'avais reçu des offres, mais je crois que j'ai refusé cette offre, donc elle n'apparaît plus. Mais elle est toujours dans mon listing. Mais je crois Mhm. que j'ai reçu un mail aussi. Je crois qu'il y a un mail. Je ne sais plus si j'ai mis mon mail dans Object. Enfin, bref. En tout cas, voilà Mhm. comment ça se passe. Je pense qu'on a quand même fait. Attends, je vais revenir pour te voir parce que depuis tout ce temps, je ne te vois pas. Ah oui, Donc, oui, je comprends, ouais. je vais arrêter mon écran, Je comme suis ça, je là, te je vois. suis là. Voilà. Excellent. Ok, eh ben, c'était passionnant. Donc, on a vu les meilleurs artistes, plein de sources intéressantes pour avoir des datas utiles, des définitions, minter, flipper, plein de choses. J'ai pris des notes que je vais mettre la description, dans le descriptif de la vidéo. Je vais définitivement aller faire un tour sur Object, c'est promis. Et puis, on a bien vu la différence entre l'art digital et les collectibles. Ouais. Oui, ça aussi. Magnifique. Merci beaucoup pour tes lumières, Benjamin. C'était passionnant, vraiment. Et moi, je vais même la revoir ultérieurement, cette vidéo, pour choper toutes les astuces et expérimenter. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous tous. À très Magnifique. bientôt. Salut Chantal. Au revoir à tous. Au revoir.